Christophe Hague, vous êtes psychologue. Alors, les maladies contagieuses, on connaît, elles se transmettent d'une personne malade à une personne saine, ça, par des virus, enfin tout un tas, des bactéries, tout un tas de choses. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a un autre type de contagion dont vous allez nous parler, la contagion émotionnelle. Vous allez réussir à me faire pleurer. Alors, vous avez tout un tas de chercheurs en fait, en psycho, en neuro, qui ont découvert en fait que les émotions sont hautement contagieuses. C'est-à-dire que les émotions peuvent se transmettre un peu comme un virus et en quelques millièmes de secondes seulement, eh bien, d'un individu à l'autre ou alors d'un individu à un groupe d'individus. Vous avez même des études récentes qui montrent que avoir par exemple dans son cercle d'amis eh bien, quelqu'un qui est déprimé augmente de 30 à 40% le risque de se sentir soi-même déprimé. Et ce risque est beaucoup plus fort si cette personne est votre colocataire ou alors si cette personne vit à 2 km de chez vous. Donc effectivement, il y a tout un tas de travaux autour de ça. Et ça commence à quel âge, ce genre de choses? Alors ça commence très tôt. Donc vous avez des chercheurs qui ont par exemple montré que le fœtus, en fin de grossesse, était capable en gros de s'imbiber des émotions de sa mère. Donc prenez ce cas de figure, une maman extrêmement stressée qui va générer des hormones maternelles liées au stress. Et bien ces hormones-là vont être en surproduction dans le liquide amniotique et vont induire d'une certaine manière de la peur chez le fœtus qui va avoir son palpitant qui va un petit peu s'accélérer. Enfin, un cœur qui s'accélère, c'est pas forcément de la peur, ça peut être mille et une choses. C'est pas forcément de la peur, mais vous avez tout un tas d'autres mesures qui montrent effectivement qu'il y a des éléments physiologiques qui sont caractéristiques de la peur. Vous mettez en doute ce qu'il dit, c'est ça? Non, je demande un complément d'information. Ah d'accord, ok, d'accord. Non, d'accord. Et puis, si on reste sur ce volet un petit peu, la contagion émotionnelle qui s'exécute à un stade un peu tôt, eh bien, prenez par exemple la relation parent-enfant, eh bien, le nouveau-né va reproduire de manière inconsciente, automatique, eh bien, les mimiques de ses parents. Donc ça peut être la bouche ouverte, un sourire, des sourcils qui se froncent, un sourire, etc. Et ce qui est aussi assez marrant, et on l'observe, on l'a tous observé, on en a tous entendu parler, c'est que dans les pouponnières, eh bien, vous avez les nourrissons qui vont réagir à la douleur des autres nourrissons. Il y en a un qui pleure, ils s'y mettent tous. Et ils s'y mettent tous, ouais. Ils emboîtent tous le pas. Donc c'est là, comme on quand est vraiment il y a un chien qui aboie, les autres aboient aussi, souvent. Vous avez remarqué ça? Exactement. Mais alors, Ce qui n'a strictement rien à voir. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Quoique, on en parlera peut-être à la fin de cette chronique, vous verrez. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des explications sur les raisons pour lesquelles on est contagieux émotionnellement? Ouais, alors comment la contagion émotionnelle elle opère? Eh bien en fait c'est en imitant qu'on ressent. Donc on a une tendance naturelle, c'est ce qu'on appelle notre inconscient d'adaptation, c'est une espèce de boussole intuitive qui nous pousse eh bien, à imiter les mimiques des autres. Donc ça peut être les expressions faciales, ça peut être les productions vocales, donc le type de voix, des tocs ou des tics de langage, ça peut être une gestuelle. Et en imitant, eh bien, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, va tout simplement s'activer et vous faire ressentir l'émotion de l'autre comme si c'était la vôtre. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'on veut améliorer la qualité d'échange avec l'autre, parce qu'on veut être accepté par l'autre, parce qu'on veut peut-être le séduire, ou alors tout simplement pour une question de survie de l'espèce. Le simple fait de voir un congénère apeuré s'enfuir, sans même voir nous-mêmes le danger, eh bien, nous permet de ressentir de la peur, d'anticiper un petit peu ce danger immédiat et peut-être de sauver sa propre vie. Que les gens stressés nous stressent. Ouais, ou que les gens détendus nous détendent. Ça va dans les deux sens. Ne regardez pas comme ça, Philippe. Vous me détendez, je suis totalement détendu. Je ne suis que pure détente. Donc du coup, rien qu'en imitant le visage ou la voix, on commence déjà à faire cette sorte de sympathie émotionnelle. Ouais, alors prenez ce cas de figure, vous avez face à vous quelqu'un qui est extrêmement souriant et qui, peut-être authentiquement, sincèrement ressent de la joie en conversant. Là, on sent que je suis sincère. Ouais, bof. Ça joue bien la sincérité, là. On peut mieux faire, on dirait. Mais prenons ce cas de figure inverse, donc de la joie sincère exprimée. Et bien là, la probabilité est assez forte que vous allez avoir des muscles de votre visage qui vont s'activer automatiquement. Et c'est des muscles caractéristiques de l'expression de la joie, le grand zygomatique, les muscles orbiculaires. Quand on sourit pour de vrai, on sourit avec la bouche et on sourit avec les yeux. Et en même temps, votre voix eh bien, va se calquer sur les caractéristiques vocales d'une voix heureuse. Donc votre débit, votre intensité, la fréquence fondamentale eh bien, va être celle d'une voix heureuse. Et à nouveau, en imitant, eh bien, derrière, on va ressentir les émotions de l'autre comme si c'était les vôtres. Et les odeurs aussi, parce qu'ils sentent très bon. Voilà. Ah, je voulais plus. Vous me désirez, vous? Qu'est-ce qui vous arrive, Philippe? Toi, très bien. Vous voulez qu'on parle? Ça va, ça. Vous vous souvenez, je vous avais parlé aussi de les odeurs. L'attraction, la séduction, tout ça. Donc ça peut tout à fait rentrer dans ce schéma-là. Donc les odeurs, oui, si vous sniffez à narines grandes ouvertes, eh bien,
un t-shirt qui a été porté par quelqu'un qui a ressenti une émotion intense, type angoisse, type dégoût, type joie, type excitation, peut-être ce qui est en train de se passer sur ce plateau, je ne sais pas. Non, on plaisante. Hein. On va s'arrêter là. Les choses On va s'arrêter là. Eh bien derrière, il y a de fortes chances que vous-même, quelques secondes plus tard, vous allez ressentir cette émotion-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la sueur va contenir tout un tas de substances volatiles qui vont agir directement d'un point de vue émotionnel sur nous. Et comment ça se passe encore plus concrètement ? Eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle l'épithélium olfactif qui va capter ces substances-là et qui va les coder, qui va les transformer en un signal électrique qui sera directement transmis à un laboratoire d'analyse dans le cerveau qui va en fait extraire l'information émotionnelle de tout ça. Et puis il y a les phéromones aussi. Exactement. Et donc quand je dis effectivement, les phéromones, c'est pas. Alors c'est particulier, ça n'a pas d'odeur et c'est pas les fils olfactifs qui se trouvent entre les deux yeux, mais c'est un organe qui est sur la cloison nasale, un vestige. Ça c'est vous, Philippe, qui connaissez mieux que ça que moi. C'est l'organe voméronasal qui nous reste des reptiles et des animaux. C'est pour ça que les animaux sentent mieux que nous les phéromones à des kilomètres. Dit exactement. Pardon. Non, mais c'est très bien. Excusez-moi. Mais il y avait le Pentagone qui avait imaginé une bombe à phéromones. On est en 2008, le département, la DARPA, le département de recherche et de développement du Pentagone, décide de créer en fait une nouvelle arme chimique qui est une arme de contagion émotionnelle massive à la phéromone de la peur. Et donc ils ont testé ça, ils ont montré que quelques litres suffisaient à créer de la panique, de l'effroi chez les ennemis, donc à les tétaniser. Alors aux dernières nouvelles, tout ça a été abandonné, mais on est quand même dans des hauts lieux du top secret. Donc on ne sait jamais vraiment quelle est la fin de l'histoire. Mais en tout cas, ça a été pensé, et ça a été pensé extrêmement sérieusement par les Américains. On parlera des chiens une autre fois, là, parce qu'on arrive à la fin, mais c'était passionnant. C'est peut-être ce qui s'est passé à Strasbourg en 1518, après tout. On sent le médecin légiste, là. Et c'est mon hypothèse, d'ailleurs, que j'exprimerai dans un prochain livre, exactement. Magnifique. Merci, Christophe. En fait, il va expliquer le livre de Jean Telet. Super. Donc, Jean Telet 2, le retour. Merci à vous pour ces précisions. Et maintenant, in vivo.